Bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle table ronde Mobile Impulse. Alors, je suis Peggy Durand, je suis directrice de l'activité mobilité intelligente chez Transamo et j'ai la joie de pouvoir animer cette table ronde sur comment les nouvelles mobilités, données peuvent contribuer à améliorer les mobilités du quotidien, puisque effectivement, grâce au développement des infrastructures, au développement des réseaux, au développement des systèmes de mobilité intelligente et à la transition numérique, nous stockons de plus en plus de données qui, exploitées, génèrent de plus en plus d'indicateurs. Donc comment ces nouvelles données peuvent contribuer à améliorer la mobilité du quotidien? C'est l'objet de notre table ronde. Je vous remercie d'être si nombreux et d'être là pour échanger avec nos intervenants que je vais vous présenter. Donc Françoise Rossignol, déjà. Vous êtes coprésidente du réseau Vélo et Marche, un réseau de 450 collectivités locales qui regroupe depuis 2025 deux acteurs historiques des mobilités actives, le club des villes et territoires cyclables et marchables d'une part et le réseau Vélo et Territoire. Le réseau vient de publier ce mois-ci sa nouvelle plateforme de visualisation des données, l'Observatoire du vélo dans les territoires. Vous êtes également maire de Dainville, qui est une commune d'un peu plus de 5600 habitants située dans le Pas-de-Calais. Vous êtes première vice-présidente mobilité, transport, grand projet à la communauté urbaine d'Arras, troisième vice-présidente du GART et première vice-présidente de la Fédération nationale des schémas de cohérence territoriale, les SCOT. Voilà. Sébastien Vailleul, vous êtes directeur des partenariats et porte-parole de l'association WeMove, qui porte depuis 1998 l'ambition d'accompagner tous les territoires, tous les publics à la mobilité, d'agir pour réduire la précarité mobilité et de faire de la mobilité inclusive un pilier de la transition écologique. Tout ça. WeMove, c'est aujourd'hui 1000 partenaires nationaux et opérationnels, plus de 250 professionnels qui se regroupent tous autour d'une même philosophie d'action, accompagner tous les publics en situation de fragilité vers une mobilité durable, autonome et responsable. Et votre association, tout comme le réseau Vélo et Marche, utilise, produit et analyse les données de mobilité, avec deux réalisations notables qu'on a travaillées en introduction, la mise en place d'une plateforme d'aide à l'usage des mobilités, d'une part, et puis l'édition bisannuelle d'un baromètre des mobilités du quotidien depuis 2020. Et puis Sylvain Laval, pour terminer, vous êtes maire de Saint-Martin-le-Vinoux depuis 2020, qui est une commune de un peu plus de 6000 habitants, qui est porte d'entrée du parc naturel régional de la Chartreuse, pour vous situer, vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, en charge de l'espace public, de la voirie, des infrastructures cyclables et des mobilités douces, président du syndicat mixte de mobilité de l'aire grenobloise, le SMAG, depuis octobre 2020, coprésident de la commission mobilité de l'Association des maires de France, et vous avez rejoint récemment le think tank TDIE en tant que coprésident, association qui réunit les acteurs publics et privés représentatifs des différents modes de transport, à la fois des gestionnaires de réseau, des exploitants, des chargeurs, des logisticiens, des élus, des collectivités locales, des entrepreneurs, des experts. Et TDIE a pour but d'élaborer des propositions au service du développement des systèmes de mobilité multimodaux et durables, de les soumettre au débat et de les porter auprès des pouvoirs publics. Alors merci à tous d'être là. Merci de votre présence. Et en démarrage, j'aimerais vous demander, Françoise Rossignol, quels sont, selon vous, les enjeux des mobilités du quotidien, votre retour d'expérience sur le bassin arageois notamment, et plus spécifiquement, sur la marche et le vélo, en quoi les données de mobilité permettent-elles de mieux qualifier les enjeux et les contraintes de développement spécifiquement sur ces modes? Merci, bonjour à tous. Donc une longue question. Pour une collectivité, je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on aborde la question des mobilités dans l'aire urbaine, la question du partage de l'espace va s'imposer. Et donc, partage de l'espace, ça veut dire réfléchir à une hiérarchie. Bon, la hiérarchie, je pense que pour nous, elle est très claire. C'est 1, le piéton, 2, les mobilités douces, le vélo, 3, les transports en commun, 4, la voiture. Chacun a sa place, mais chacun doit trouver une véritable place. On en a, je pense, pris particulièrement conscience après le confinement.
parce que finalement, on s'est retrouvé avec des trottoirs qui étaient encombrés par toutes sortes de choses. Et le piéton, parfois, s'est un peu révolté en disant « mais et nous, et comment peut-on circuler ?» Donc, à partir de là, je crois qu'il y a, puisque le sujet, c'est les données, c'est bien d'essayer de voir quelle est la place de chacun. En ce qui concerne finalement ma collectivité, on a fait une étude ménage au début du lancement de notre plan de déplacement urbain, PDU à l'époque. Maintenant on est en PDM, mais à l'époque on était en PDU, et on s'était aperçu que la marche était très importante, que le vélo était quasi inexistant puisqu'il devait être à 0,5%. Nos transports en commun étaient je dirais moyen. Et du coup, on avait travaillé nos priorités en mettant le paquet sur le vélo et le transport en commun. En se disant, après, on verra ce qui se passe en termes de voitures. Si on offre des alternatives crédibles, la place de la voiture pourra diminuer. Avec parallèlement des politiques de restriction de la vitesse, du 30 km/h, enfin, une vision. 10 ans plus tard, on refait l'étude, puisque maintenant nous lançons notre PDM, notre plan de mobilité. Et finalement, on a d'une part le plaisir de voir que le vélo, on était très bas, mais qu'on a été multiplié par 3. On s'est aperçu qu'on avait légèrement augmenté en transport en commun en dépit du reflux que nous avons connu comme partout dans les transports en commun, mais qu'on a rattrapé et on a repris du développement. Et puis, on s'est aperçu que la marche dont on ne s'était pas occupé avait quand même progressé un petit peu. Alors, je pense que si on ne s'occupe pas de la marche, mais qu'on pacifie la ville, qu'on roule à 30, qu'on essaie de prendre toute une série de mesures pour pacifier la ville, on encourage la marche. Mais aujourd'hui, on part dans une démarche volontariste sur la marche. Étudier la marche, quels sont les freins, quels sont les obstacles pour les piétons, quels sont les itinéraires, que peut-on faire pour encourager. Et donc, on va, dans ce plan-ci, continuer le travail sur le travail sur les mobilités douces, sur le vélo, mais on va aussi accentuer la marche. Et je crois que les deux vont ensemble. On peut le travailler en parallèle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur les circulations automobiles? On n'a pas diminué de nombre de véhicules. Certainement parce qu'en augmentant très peu de population, nous avons énormément augmenté, enfin, dans des proportions notables, le nombre de ménages. Et donc, voilà, ça induit qu'il y a autant de voitures qu'avant. Et par contre, il y a moins de trajets automobiles. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on peut posséder une voiture, mais de ne pas l'utiliser tout le temps. Et donc, c'est aussi un ressort sur lequel nous allons travailler. Parce que quand on est sur du périurbain ou du rural, je crois qu'il faut pouvoir se dire que si les usagers ne sont pas prêts à se séparer de leur voiture, parce qu'il y a un certain nombre de cas où c'est indispensable, tout simplement. Par contre, le nombre de trajets, les trajets de courte durée, les trajets de moins d'1 kilomètre, encourager la marche, les trajets, on est sur des proportions extrêmement importantes de trajets dans des villes moyennes, ou en campagne, ou en rural, sur des trajets de moins de 3-4 kilomètres. Et donc, sur ces trajets-là, pouvoir encourager de façon forte les modes doux, marche, vélo, c'est extrêmement important. Merci. Comment les données de mobilité, comment peuvent-elles vous aider à mieux consolider en fait cette démarche, cette approche? Je pense que les données mobilité, elles sont importantes au stade du diagnostic, ce qui nous permet de faire des choix politiques informés.
Et puis, elles sont ensuite extrêmement importantes en évaluation. Est-ce que les politiques que nous avons menées, alors forcément, c'est sur des temps un peu longs, parce qu'on va pas. Mais je trouve que c'est, puisque on est dans cette phase dans ma collectivité, c'est quand même particulièrement intéressant de voir que qu'on a mis le paquet sur le cyclable et qu'on a multiplié par 3. C'est important que dans le transport en commun, on s'aperçoive qu'on a plus augmenté là où on a mis le plus de moyens, on a plus travaillé. Chez nous, on a beaucoup travaillé en centre-ville et en rural. Et on s'aperçoit que c'est le rural et le centre-ville qui ont, pour le transport en commun, progressé. Et donc, ça à la fois, je pense que ça valorise le travail fait, ça responsabilise là où on ne l'a pas fait. Et ça permet de fixer des objectifs les plus réalistes possibles. Donc, c'est une aide à la décision qui me paraît absolument indispensable, de pouvoir objectiver des impressions. On ne peut pas travailler dans la mobilité uniquement sur du ressenti. Le ressenti est important. Bon, globalement, ça correspond. On retrouve des corrélations, mais pas à 100%. Donc je pense que c'est très très important à un moment donné de se poser et de regarder les données. Alors les données, ce sont aussi, vous avez parlé de l'observatoire, ce sont aussi les données en termes d'infrastructure. C'est les données en termes d'infrastructure. À ce niveau-là, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler sur des continuités d'itinéraires. Et là, on est sur d'autres types de données. Alors après, c'est parfois la question de sélectionner les données, parce qu'on est parfois un peu noyé sous la quantité de données. Mais je pense qu'à chaque stade, c'est important de faire un diagnostic le plus objectif possible, de se mettre un peu à distance, et la donnée est indispensable à ce niveau-là. De se mettre un peu à distance pour poser les enjeux. On a des volontés, ben voilà, quel chemin il nous reste à parcourir, jusqu'où pense-t-on pouvoir aller, et puis après, évaluation. Merci beaucoup. Sylvain Laval, un petit peu la même question, hein, avec votre retour d'expérience sur le bassin grenoblois, qui est un territoire quand même très très varié géographiquement. Quelle analyse vous faites, vous, des enjeux des mobilités du quotidien? Est-ce que l'usage des données vous permet de mieux comprendre, mieux appréhender justement la structuration de ces mobilités? Et puis, est-ce que vous faites le même constat finalement que Françoise Rossignol, hein, à savoir, est-ce que c'est un facilitateur ou pas à la prise de décision? Alors on entend à la fois c'est utile, mais il y en a beaucoup. Voilà, il faut faire le tri. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les besoins et les spécificités qui s'expriment sur les différents territoires. Nous sommes sur un secteur qui est assez divers, puisqu'on est sur, on va dire, la métropole de Grenoble, c'est un territoire de 500 000 habitants, de 49 communes, qui est varié entre une zone urbaine dense, des zones périphériques et surtout des coteaux montagneux où vous pouvez être parfois sur la petite ruralité du petit village. Mais en même temps, on travaille à une échelle encore plus vaste qui est celle du bassin de mobilité où on va chercher à peu près 650 000 habitants et avec les mêmes phénomènes, avec plus d'enjeux aussi de périurbains ou de zones peu denses ou plus rurales. Donc les questions en matière de mobilité, elles se posent de manière extrêmement différente d'une partie à l'autre du territoire. Et en même temps, ce qui est commun à peu près à tous les secteurs géographiques de notre pays, c'est cette relation forte entre la périphérie et le centre qui génère des flux de déplacement très importants et notamment les flux pendulaires. Et donc, comment on travaille tout ça? Bien, on travaille tout cela en essayant d'apporter des réponses diversifiées et complémentaires en matière de services de mobilité, que ce soit sur du transport collectif, que ce soit sur de covoiturage, sur des services vélo. Et puis, nous essayons de simplifier les usages et l'utilisation par aussi des enjeux de tarification combinée, complémentaires, et qui viennent être alimentés par toutes les nouveautés technologiques, et notamment les applications, le numérique, etc., que vous connaissez bien. Et une fois qu'on a dit ça, comment la donnée peut nous être utile? Elle l'est évidemment parce que nous avons besoin régulièrement à la fois
de mesurer, de constater la réalité d'usage et les comportements des uns et des autres. Et donc, en ce sens, avoir des relevés de fréquentation, avoir des indicateurs par type de service ou en complémentarité, c'est absolument essentiel pour d'abord évaluer l'efficacité du service et potentiellement voir s'il y a des modifications, des améliorations à apporter. Donc ça, c'est un travail continu. Et pour cela, on s'outille. Nous, dans notre autorité organisatrice des mobilités, nous avons un service dédié à ces sujets-là. Nous avons un observatoire des mobilités. C'est une équipe de quelques personnes qui passent ces semaines effectivement à travailler sur les données, à faire des enquêtes, des études, des évaluations, des relevés qui sont extrêmement intéressants pour se poser des questions que nous ne nous sommes jamais posées, par exemple. Ou venir constater des réalités d'usage. Donc c'est un peu un mix des deux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une forme de relevé de situation qui nous permet, soit en temps réel ou en décalé, d'avoir des informations. Par exemple, si je prends l'exemple des transports en commun, ça va nous permettre de mesurer l'état de fréquentation d'une ligne. Donc, est-ce que cette ligne est performante? Est-ce que les niveaux de service sont suffisants? Est-ce qu'il y a trop, pas assez de fréquence? On s'aperçoit que finalement, le bus est fortement rempli sur tel horaire, donc peut-être il manque des passages, ou inversement, il est trop vide. Et donc, ça va permettre aussi d'ajuster le service et d'améliorer l'offre et aussi d'optimiser nos moyens, puisqu'évidemment, l'idée, c'est aussi d'allouer les ressources là où c'est le plus nécessaire et le plus performant. Et donc, avec ces outils-là, avec cette méthodologie-là, c'est évidemment très efficace en matière de mobilité. Ça sous-entend aussi d'adapter en permanence les outils. C'est-à-dire que nous avons besoin d'avoir des outils techniques qui sont pertinents pour cela. Je pense notamment aux enjeux billettiques avec des machines qui soient capables aussi de nous donner des indications, des relevés rapides et fiables. Et donc récemment, nous avons modifié tout notre système billettique pour que notamment, ce n'est pas le seul but, mais ils puissent nous répondre sur ce point. Et l'enjeu était aussi des enjeux de validation tarifaire. Au passage, c'est d'ailleurs aussi un sujet sur les tarifications, parce que quand vous libérez les tarifications, comme parfois on peut l'entendre ici ou là, on n'avait plus de capacité aussi à mesurer le flux de manière pertinente. Quand vous validez, vous savez précisément combien de gens, quand, où ils l'ont pris. Fermons la parenthèse. Et puis, il y a aussi d'autres enjeux dans les territoires qui sont intéressants sur ces sujets-là. Je pense notamment à la gestion de nos espaces publics. Je prends ma casquette de vice-président de métropole. Et lorsque nous gérons des milliers de kilomètres de voiries, d'ouvrages d'art, nous avons besoin aussi d'avoir des éléments sur ces infrastructures-là, des relevés de situation, sur la qualité de l'état de toutes ces infrastructures. Et donc, nous avons besoin de les suivre. Et là aussi, nous avons besoin de données, d'avoir à la fois une classification de leur état, une évolution dans le temps, de leur fréquentation. Donc, ce sont des éléments fondamentaux. Je peux vous dire que sur la métropole de Grenoble, nous avons à peu près 64 bases de données et 55 applications cartographiques, tous services de la métropole confondus. Donc, vous prenez tous les champs d'application d'une intercommunalité. Donc, ça fait pas mal de choses et ça nous est fort utile. Donc, il y a l'enjeu de suivre l'état du patrimoine. Mais il y a aussi d'autres enjeux, c'est d'avoir des informations en temps réel, d'informer les usagers, d'anticiper des problématiques à venir, dans des situations, par exemple, de crise ou d'urgence, être en capacité aussi d'avoir les bons éléments. Et puis, c'est la saison, quand vous êtes en période hivernale, que vous avez des épisodes neigeux avec ce qu'on appelle la viabilité hivernale, nous avons aussi besoin de mesurer les réalités du terrain, d'anticiper des phénomènes météorologiques pour prévoir. Donc, c'est à la fois un outil de gestion au quotidien, c'est un outil d'anticipation, et c'est aussi un outil pour optimiser la meilleure allocation de nos moyens pour être efficace et les concentrer à une époque où évidemment tout le monde cherche à avoir une dépense publique la plus efficiente possible. Donc voilà comment on peut faire le lien entre les données et nos champs d'action. Merci beaucoup. Sébastien Bailleul, WeMove a réalisé son 3e baromètre des mobilités du quotidien. Bientôt le 4e, je pense. Quelles sont les difficultés relevées liées à la mobilité du quotidien au sein de cet outil? Et comment ont été perçus ou sont perçus les indicateurs du baromètre? Quels usages sont faits de ce baromètre aujourd'hui que vous mettez à disposition du grand public notamment? Oui. Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Alors effectivement, WeMove, vous l'avez dit en introduction, on est une association qui fait du conseil en mobilité. On accompagne des personnes qui font face à des fragilités dans leur mobilité du quotidien, des freins matériels, des freins financiers, des freins cognitifs liés à leur mobilité. Et ça, on le fait depuis presque 30 ans. Et en 2020, on a une nouvelle loi d'orientation des mobilités. Dans cette LOM, une compétence est donnée aux AOM sur
sur ce qu'on appelle la mobilité solidaire. Donc c'est prendre en considération ces publics fragiles dans les politiques publiques de transport qui sont développées. Donc en 2020, nous on se dit serait intéressant d'aller regarder, d'avoir une photo régulière de la mobilité des Français, de leur mobilité du quotidien et surtout de leur perception de leur mobilité. Et c'est là où finalement il y a un petit pas de côté qui est fait et en même temps très complémentaire. On sait, et vous l'avez dit, qu'il y a beaucoup de données, de data sur les flux, sur les usages, etc., qui sont menés aujourd'hui. Par ailleurs, il nous semble important d'avoir en tête également la perception qu'on peut avoir à titre individuel de sa propre mobilité ou de ce qu'il existe autour de chez soi en termes de solutions de mobilité, transport collectif, etc. etc. Donc ça, c'est un peu l'enjeu de ce baromètre des mobilités du quotidien. C'est une étude qui a lieu tous les 2 ans. On interroge plus de 13 000 Français majeurs, donc plus de 18 ans, sur leurs équipements, leurs habitudes de déplacement, leur perception de leur mobilité, leur renoncement à se déplacer. Un enjeu important aussi et qui nous concerne tous, l'impact des aléas climatiques sur leur mobilité du quotidien, leur connaissance des aides. Vous l'avez dit, pour une collectivité, c'est important de pouvoir connaître finalement l'efficacité et l'efficience de ce qui est développé à l'échelle locale, la question des aides, le non-recours, etc., etc. Donc une large enquête qui est régionalisée, donc ça donne un certain nombre de données. Et dans ce baromètre des mobilités du quotidien, il nous a semblé intéressant d'aller quantifier et qualifier ce que l'on peut appeler la précarité mobilité en France. On parle beaucoup de précarité énergétique, de précarité logement, et il nous a semblé important de pouvoir qualifier la précarité mobilité en reprenant un travail de sociologue qui avait déjà été mené. Et aujourd'hui, grâce à ce baromètre des mobilités du quotidien, on peut dire que 15 millions de Français ou Françaises, sont en précarité mobilité. Ça ne veut pas dire que 15 millions de Français ne se déplacent pas ou sont en incapacité de le faire. Ce qui se cache derrière la notion de précarité mobilité, c'est d'une part toutes les personnes qui répondent n'avoir aucun équipement pour se déplacer. À titre individuel, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de vélo, je n'ai pas de trottinette, il n'y a pas de moyen de transport autour de chez moi. Ça représente 10% des répondants, c'est à peu près 5 millions de personnes. Et l'autre partie de cet indicateur de précarité mobilité, il relève notre dépendance à la voiture individuelle. Quand on est un foyer à faible revenu, qu'on a des fortes dépenses de carburant, quand on est un foyer à faible revenu, qu'on fait des longues distances dans un vieux véhicule, ou sans considération de revenus, des personnes qui disent « moi, j'ai pas d'autre alternative que de prendre ma voiture ». Ce qui est une réalité, notamment dans des territoires ruraux où effectivement... voilà. Donc l'idée, c'est pas de dire on est anti-voiture, l'idée, c'est plutôt de dire quand on est dans ces situations, ça amène une fragilité, ça amène un point important sur notre budget. On l'a vu dans d'autres études, le budget mobilité vient rogner en priorité les dépenses en énergie des foyers. Donc il faut prendre en considération tout ça. Et ça représente 10 millions de personnes. Donc ça, c'est ce que relève le baromètre en termes de précarité mobilité. Puis après, on va regarder un certain nombre d'autres indicateurs qui peuvent permettre d'orienter finalement les choix qui sont faits. On a parlé des dispositifs d'aide. Le baromètre révèle que près de 70% des gens répondants ne connaissent pas les aides qui permettent de passer à un véhicule thermique à une solution plus écologique, véhicule électrique, vélo à assistance électrique, etc., etc. 70% des Français qui ne connaissent pas les aides qui leur permettent de changer leur mode de déplacement vers une solution plus vertueuse et plus durable. Un autre chiffre qui est important, et ça c'est bien la perception, 45% des répondants disent ne pas avoir le choix dans leur mobilité du quotidien. Ça, pour nous, c'est essentiel, parce que quand on souhaite accéder à l'emploi, pouvoir se rendre chez le médecin, etc., le choix de sa mobilité est central. Quand on n'a pas le choix, on est contraint de prendre sa voiture, ça c'est la première chose qui nous vient, mais les transports collectifs aujourd'hui, les principaux usagers des transports collectifs se sentent contraints dans l'utilisation de ces modes de transport. Alors il y a une vraie bataille culturelle aussi à mener sur cette perception des moyens de déplacement, où finalement, comme vous le disiez, la voiture est quand même assez centrale. Alors nous, nos convictions, c'est que ce baromètre, ces données qui viennent de la perception de l'usage doivent être combinées
aux data plus dures, entre guillemets, sur les flux, etc., pour pouvoir porter des solutions concrètes et réduire les freins matériels, financiers, cognitifs de ces populations. Typiquement, 38% des personnes disent avoir renoncé à se déplacer régulièrement du fait d'une problématique de mobilité aujourd'hui en France. Je pense qu'on a tous aussi en tête ce chiffre d'une personne sur 4 qui a refusé un emploi du fait de la mobilité. Alors ça a évolué. Aujourd'hui, c'est un demandeur d'emploi sur 3 qui a refusé un emploi du fait de cette problématique. Donc là, on est bien sur un enjeu qui est au croisement de la dynamique économique et de l'attractivité d'un territoire, un enjeu à dimension sociale et d'égalité territoriale, et puis un enjeu environnemental, écologique, et je pense que des acteurs comme le réseau Vélo et Marche ou des ambitions fortes portées sur certaines collectivités nous permettent d'aller à cet endroit-là. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur le baromètre, et je reviendrai peut-être après sur les leviers et nos convictions fortes par rapport à ça. Eh bien, merci Sébastien. Moi, je vais rebondir justement tout de suite sur le... Donc, tous les trois, vous avez partagé le fait que, effectivement, les données donnent une photo, permettent de préciser la photo de plus en plus finement, de préciser la photo sur l'ensemble des mobilités désormais et l'ensemble des usages, des services, de l'offre de mobilité, permettent ensuite une logique d'aide à la décision, en tout cas accompagne l'aide à la décision, lui donne du grain à moudre, on va dire. Comment, selon vous, côté WeMove, on a l'utilisation de ces données qui permet de fluidifier, de lancer des actions. Alors des actions pas forcément technologiques, des actions organisationnelles, des partenariats, des actions très terrain, pragmatiques, en faveur de la fluidification des mobilités du quotidien. Large question. Alors, nous, on part d'un constat, c'est que des solutions, il en existe plein. Voilà, sur tous les territoires, même parfois dans le rural, on pointe souvent le rural comme étant le parent pauvre des mobilités. Le nombre de collectivités qui s'investissent sur le sujet pour aller développer des offres de mobilité qu'on retrouve dans l'urbain, de plus en plus de solutions d'autopartage, de covoiturage, de transport à la demande, de transport solidaire, transport d'utilité sociale, etc., etc. L'enjeu, il est de adapter l'offre aux besoins. Et combien de solutions, alors ça c'est plutôt notre expérience terrain qui nous le montre, combien de solutions meurent de leur petite mort parce qu'elles ne sont pas connues, animées et donc utilisées par les usagers. Alors on peut s'amuser à faire un détour sur les routes départementales de certains territoires. On voit des aires de covoiturage magnifiques, bétonnées, etc., mais qui sont vides d'utilisateurs et d'usagers. Ça s'anime. Alors déjà, une première chose, un premier levier pour nous qui est important, en s'appuyant sur les données, c'est l'animation territoriale autour des solutions. Quand on va à la rencontre des personnes, quand on les accompagne sur la connaissance et l'usage, alors on va convaincre de la bonne utilité et de l'intérêt à titre individuel d'utiliser cette solution plutôt qu'une autre. Ça, c'est la première chose. Et ça passe par le conseil, l'accompagnement, par l'humain. Alors l'humain, ça a un coût. Nous, on est une association, on accompagne entre 30 et 50 000 personnes par an. J'ai parlé de 15 millions de personnes en précarité mobilité. Les 15 millions n'ont pas besoin d'un accompagnement, mais les 15 millions ont potentiellement besoin d'informations et d'accéder aux aides, aux infos, aux solutions, etc., etc. Donc, il y a un enjeu pour nous, là, aujourd'hui, c'est le passage à l'échelle. Donc, l'innovation sociale, depuis 30 ans, c'est le conseil en mobilité de l'humain à l'humain. La prochaine étape, c'est comment numériser, digitaliser notre compétence de conseil en mobilité pour que l'outil numérique, quand il est utile et
et quand la personne est en capacité de l'utiliser, comment l'outil numérique peut permettre justement d'aller vers du changement de pratique, du changement de comportement, soit pour faire du bien à son budget, soit pour faire du bien à sa santé en allant vers des modes actifs, soit pour faire du bien à la planète en se disant je veux moins d'impact environnemental dans mes déplacements. Et ça, ensuite, c'est de la donnée d'impact. On sait que le conseil en mobilité, sur les demandeurs d'emploi, personnes en insertion, 52% des personnes accompagnées par WeMove retrouvent un emploi ou sont maintenues en emploi à l'issue de notre accompagnement. Étude avec l'ADEME qu'on a menée pour WeMove, l'accompagnement individuel, un impact très concret sur les émissions de CO2, 1 tonne de CO2 évitée par an et par bénéficiaire. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a l'humain, il y a l'animation territoriale, et ensuite, il faut s'appuyer sur des compétences, et c'est comme ça qu'on a lancé, on a répondu à un appel à projet France 2030, et on va développer dans les mois qui viennent la première application, plateforme numérique dédiée à la mobilité inclusive pour les publics fragiles, avec Orange Business et avec Finance Mobilité. L'idée étant que l'innovation sociale permette le changement d'échelle à cet endroit-là. Merci. C'est vrai qu'on entendait Françoise Rossignol parler des projets. On entendait aussi Sylvain Laval parler des données analysées pour aider à la décision et lancer des initiatives. On vous entend maintenant dire on connaît, on a réussi avec ces données, avec ces volumes de données, en les qualifiant, en faisant appel à des expertises internes, même côté métropole, on a réussi à dresser un panorama exhaustif de la mobilité du quotidien. Et maintenant, à vous entendre, on entend, maintenant il s'agit de les faire connaître, ces alternatives, cette fluidification de la mobilité. Il faut en parler, il faut communiquer, il faut l'accompagner. Donc Sylvain Laval, les données, elles agissent comme un catalyseur pour impulser tout ça, pour impulser les projets de services, les projets d'infrastructure. À quelle échelle on agit sur justement la décarbonation, la fluidification des mobilités du quotidien, et puis comment on utilise pragmatiquement ces données. Alors j'entends à des fins, pour faire connaître et pour accompagner, comment on peut aussi accompagner par l'usage des données pragmatiquement vraiment l'évolution de la mobilité du quotidien et sa décarbonation bien sûr. Oui, alors il faut évidemment agir à toutes les échelles. C'est le principe des enjeux de mobilité, mais il faut s'adapter aux différentes échelles. Donc effectivement, les échelles de très courte distance, les petites échelles, en général, on est là assez naturellement sur les modes actifs, comme Françoise pourrait le dire. Et puis dès qu'on commence un peu à s'éloigner un petit peu plus, forcément, là, il faut combiner d'autres offres pour qu'elles soient bien complémentaires. Et donc l'utilisation de toutes ces données, je l'ai dit, il y a un gros enjeux de la gestion du quotidien sur l'enjeu efficacité patrimoine, mais il y a aussi un élément très important sur la capacité à faire évoluer les services, à les adapter pour voir s'ils sont efficaces, s'ils répondent aux besoins, ou si au contraire on a des champs qui ne sont pas suffisamment explorés, sur lesquels les réponses ne sont pas adaptées, et donc ça nous permet de penser des évolutions ou des nouveaux types de services. Et c'est peut-être comme cela aussi qu'on peut aussi répondre à votre question. Et puis préparer de nouveaux projets aussi. Parce que quand on fait des nouveaux projets, je parle des projets un peu plus structurants, notamment d'infrastructures, on nous demande souvent des évaluations préalables et donc on dit, on a des estimations. Les estimations, c'est un terme bien vague. Et pendant longtemps, les estimations, c'était des calculs qu'on faisait par rapport à des références anciennes sur des éléments qui pouvaient être équivalents, mais pas totalement les mêmes non plus. Avec des enjeux prospectifs, on se dit, il y a dû en avoir tant par le passé, donc on devrait en avoir tant par projection. Et en fait, on se rend compte souvent que sur cette méthode-là, elle n'a pas souvent bien marché. Et ça nous est d'ailleurs souvent reproché ensuite, lorsque vous mettez en service un projet, sur le manque de pertinence de l'évaluation que vous allez faire du nouveau service. Et donc, avec ces nouveaux éléments techniques, technologiques, avec cette donnée en temps réel, ça nous permet d'alimenter de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus réaliste les choses, parce que quand vous arrivez au quotidien à avoir un relevé personne par personne, parce que l'outil technologique vous permet, forcément c'est pas la même chose que d'être sur des projections
estimative en faisant des extractions, des extrapolations. Donc ça aussi, c'est un enjeu très très important parce qu'aujourd'hui, tout nouveau projet est questionné et relégitimé par le grand public, par la sphère associative. Donc quand vous lancez quelque chose de structurant, vous n'avez pas trop le droit à l'erreur maintenant. Et donc c'est pour ça que je pense que ça peut être un outil d'accompagnement extrêmement intéressant pour être plus efficace et pour avoir des évaluations plus pertinentes. Donc voilà, c'est peut-être comme ça que je pourrais essayer d'ajouter un complément dans ma réponse par rapport à ce qui a pu être dit. Mais c'est un champ qui est en perpétuel mouvement, voilà. Et d'un service à l'autre, les comportements aussi vont évoluer. Et nous avons aussi pour ça, et c'est ce que vous disiez, besoin d'accompagner ces changements de comportement. Nous aussi, c'est un champ d'action quotidien avec là encore une équipe dédiée qui travaille à ce changement de comportement pour faire connaître, présenter les offres et les faire utiliser. Et c'est là aussi où les éléments de données sont très importants parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'immense majorité des gens se déplacent de telle manière et si on veut qu'ils se déplacent autrement, il faut savoir à quel endroit aller les chercher, quelle cible toucher, quelle réponse apporter et tout ça, nous le faisons grâce à ces flux de données, à ces relevés statistiques, mais j'insiste aussi avec toutes les évolutions technologiques qui nous permettent de l'accompagner. Nous, dans notre territoire, nous avons une application unique qui regroupe l'ensemble des services de mobilité. Donc, ça permet en un seul endroit d'avoir à la fois les éléments d'information avec des calculs d'itinéraire, des informations sur le fonctionnement des services et la capacité aussi à le consommer, à l'acheter, à l'utiliser. Et chaque fois qu'une personne va faire une démarche, va cliquer dans l'application, va aller y faire quelque chose, évidemment, ça nous permet, nous, d'avoir en temps réel, ou en tout cas très rapidement après, le relevé d'utilisation, les attitudes, les usages, choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans. Et ça, ce sont évidemment des outils extrêmement précieux pour nous, qui ont un coût aussi, il faut le dire, mais qui ont un intérêt et qui sont évolutifs dans le temps. Et je le dis d'autant plus que les autorités organisatrices de mobilité ont, de par la loi d'orientation de mobilité notamment, un rôle sur cette gestion de la donnée, sur l'information pour les usagers et de la capacité à utiliser ces données et à les partager aussi à l'échelle de son territoire et les ouvrir à d'autres. Et ça doit marcher dans l'autre sens également. Donc il y a aussi un enjeu de l'accès à ces données, de partage des informations pour être le plus efficace possible entre l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Je ne peux qu'adhérer. Françoise Rossignol, donc effectivement, ça permet de rebondir aussi sur les propos de Sylvain Laval. Donc l'amélioration de la qualité, l'amélioration de la finesse des données, leur standardisation, c'est une marotte personnelle. Vous le défendez aussi au niveau du réseau Vélo et Marche. Et le partage, la diffusion de ces données, on l'entend dans les propos de Sylvain Laval, ça se traduit dans les faits par une recherche de l'efficience, une recherche vraiment de l'optimisation par rapport aux infrastructures, par rapport à la stratégie patrimoniale qu'on va mettre en place sur ces infrastructures, sur ces systèmes, aussi par rapport à une plus grande efficience en termes de réponse des services à l'usage. Est-ce que vous avez des exemples de quick wins en faveur du report modal vers des modes décarbonés? Le vélo, la marche, c'est extrêmement intéressant puisqu'il y a de ça quelques années, on ne se préoccupait pas trop de ce mode. Oui, vous soulevez, mais vous avez soulevé le problème du changement de comportement. Et donc, comment est-ce que la donnée, le numérique peut nous accompagner? Tu as parlé par exemple de ces applis qui réunissent la totalité des modes dans une agglomération. Si on s'aperçoit en cliquant dessus que finalement c'est le vélo qui est le plus rapide, et dans une ville moyenne ça arrive souvent, surtout s'il y a des itinéraires dédiés, ça questionne et ça peut amener à aller vers les modes doux. De même que si vous arrivez à votre arrêt de bus et que vous savez que votre bus arrive dans tant de temps, ce sont des choses qui finalement existaient sur Paris, mais qui aujourd'hui arrivent dans des villes moyennes ou petites, au-delà des métropoles. Et donc c'est important et ça accompagne le changement de comportement. Par contre, il faut quand même avoir l'idée de ne pas sauter dans la voiture et de cliquer sur l'appli. Parce que si vous prenez direct la voiture et que vous n'allez jamais vous réaliser que finalement, ça serait plus pratique autrement. Donc, il y a, je pense que la donnée, et il y a toute une partie de la population qui va être attirée et pour lequel ça va être efficace. Mais communiquer sur la mobilité, c'est excessivement compliqué.
parce que finalement, c'est relativement abstrait. On travaille sur des itinéraires, sur de la temporalité, et souvent, il faut aussi un accompagnement individuel. Et là, je pense que les deux sont vraiment complémentaires. On a des publics différents, et il faut agir à absolument tous les niveaux. Si finalement les leaders d'opinion sont toujours dans leur voiture et ne regardent pas ce qu'il y a, allez, je vais vous donner un exemple. Dans la collectivité, on a 36 communes, 36 communes rurales. On dessert toutes les communes rurales depuis 5 ans, 10 allers-retours par jour. Et on va passer à une amplitude de 5 heures du matin à 22 heures. La semaine dernière, il y a un maire qui me dit, avec 2 transports par jour, tu te rends compte, les jeunes, ils ne peuvent pas aller en ville. Bon, je me suis mise un peu en colère. Mais il faut de l'humain, il suffit pas qu'on ait l'appli. Et on a l'appli. Mais l'appli, il faut l'ouvrir, il faut y aller, il faut se dire qu'il y a peut-être un autre moyen. Et donc ça, c'est de la communication constamment. C'est qu'on voit la meilleure communication pour le vélo, c'est de voir des vélos. C'est-à-dire qu'il y a une piste cyclable, c'est clair. Mais il faut aussi qu'on voit des vélos. Alors, nous, c'est comme ça qu'on avait commencé le travail sur la location de longue durée, parce qu'on avait des pistes cyclables, mais il n'y avait pas de vélos. Donc, on a fait de la location de longue durée avec des vélos bleus, qu'on voyait bien, et ça a vraiment amorcé le mouvement. Et je pense qu'il faut avoir une multiplicité dans lesquelles, aujourd'hui, la donnée est de plus en plus importante. Hein, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Quand un automobiliste passe au vélo, il a tendance à prendre l'itinéraire à vélo qu'il prenait en voiture. S'il va sur une appli dédiée d'itinéraire, eh bien, il va voir qu'il y a de meilleurs itinéraires. Et en plus, on aura sa trace. Et ces itinéraires-là, on pourra encore les améliorer. Donc, c'est un aller-retour constant, je dirais, entre l'usager et la collectivité pour progresser dans ces domaines. Mais il ne suffit pas que le produit existe pour qu'il soit utilisé. Et ça, je crois qu'on est tous vraiment confrontés à cette question. Est-ce que vous souhaitez réagir également sur des solutions pragmatiques mises en œuvre suite à l'analyse, à l'usage des données que vous avez pu faire sur vos territoires ? C'est à moi que... Oui, et à l'ensemble du panel. Oui, je pense qu'on est effectivement besoin de regarder ces données pour se poser les questions des manques et des trous dans la raquette. Je citais tout à l'heure l'observatoire des infrastructures cyclables. C'est, je pense, à un certain moment extrêmement important, et de les confronter à des ressentis d'usagers. Parce que parfois, ça ne correspond pas totalement, enfin, en tout cas, pas dans l'idée qu'on se faisait. Et donc, de confronter différents types de données pour se poser des questions et prendre les décisions, ça me paraît absolument essentiel. Oui. Merci beaucoup. Donc, on entend communiquer, bien sûr, sur l'offre, communiquer aussi, bien sûr, sur l'offre disponible, comprendre la demande, comprendre les usages. Effectivement, alors, ces données, elles sont de plus en plus nombreuses, elles alimentent des systèmes de plus en plus nombreux qui refont des nouveaux indicateurs. Tout ça, ça a un coût pour stocker, pour maintenir la donnée, pour la diffuser, pour ensuite la partager, éventuellement avec des acteurs qui vont, eux, se servir de la donnée pour monétiser des services. Comment vous adressez ces questions-là ? Est-ce que c'est des sujets aujourd'hui importants dans vos territoires ou pas ? Et comment vous travaillez justement à vraiment le maintien de cette dynamique d'utilisation des données sur vos territoires ? Je crois vraiment qu'aujourd'hui, dans les collectivités, on a pris conscience de l'importance de la donnée, de sa valeur aussi. Donc, d'une part, de l'importance de la maîtriser, et l'importance de la traiter. Et je crois que dans toutes nos collectivités, on voit monter en puissance des services d'analyse des données et de travail sur les données pour qu'elles puissent être disponibles et efficaces, par
parler d'efficience, à la fois au niveau de nos services techniques, de nos techniciens, mais aussi des prises de décision en termes d'élus. Je crois que tu l'as dit, Sylvain, je pense que toutes les collectivités aujourd'hui se posent cette question. Et embauchent et créent des services. Il y a effectivement des questions qui se posent par rapport à ce que vous venez de dire, où on est confronté. Nous, notre premier objectif, déjà, c'est de mettre en place une politique de mobilité dans les territoires pour répondre aux besoins des gens, de la structurer et donc de la financer. Et ça, déjà, croyez-moi, ça nous occupe beaucoup. C'est loin d'être encore totalement fait partout. Et donc, c'est notre première priorité. Et en même temps, on est rattrapé par les enjeux des réalités du marché. C'est-à-dire que quand on monte une application comme ça prend du temps, ça coûte beaucoup d'argent, c'est des développements assez importants, surtout quand on veut la structurer d'un point de vue institutionnel, d'avoir des données ouvertes, etc. Et puis après, vous allez avoir d'un seul coup un opérateur qui va arriver et dire « Coucou, moi j'arrive, j'aimerais bien avoir accès à vos données parce que la loi me le demande, c'est une obligation, donc merci de faire. » Donc là, vous êtes un petit peu bousculé, vous n'avez déjà pas fini de mettre en place ce que vous avez à mettre en place avec des visions grande échelle, intérêt général, etc. Vous n'êtes pas là pour nécessairement gagner de l'argent d'un point de vue d'une collectivité publique autoritaire organisatrice, puis à côté, vous avez un acteur privé qui, lui, a un marché, veut mettre en place son service et qui demande tout de suite accès à données. Donc c'est pas évident, ça nous bouscule. Donc on se dit qu'est-ce qu'on fait? On répond tout de suite, on répond pas tout de suite, c'est peut-être pas la priorité, mais en même temps, il faudra le faire aussi. Voilà, après, je peux donner l'exemple aussi d'un grand transporteur ferroviaire national qui a des applications et qui vient frapper à la porte et qui dit mais ce serait bien que vos services là ils soient connectés chez nous parce que quand les gens ils achètent un billet de train, ce serait bien qu'ils puissent avoir les infos sur le billet de transport du territoire, sur ceci, sur cela. Donc en fait, on est au début de tout ça. Certes, il y a le cadre réglementaire qui dit il faut faire, etc. Machin, on est d'accord. Mais dans les faits, ça prend un peu de temps. Il faut s'organiser, il faut structurer. C'est pas non plus le seul sujet à traiter. C'est pas toujours la priorité. Donc on est au début de ce processus et évidemment, il va falloir le construire progressivement, mettre les choses en place. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir les confrontations, au bon sens du terme, entre les acteurs privés et les acteurs publics. Et il faut apprendre à construire ce modèle commun, à travailler ensemble. Ça débute tout juste, ça va se faire parce que d'un territoire à l'autre, c'est très inégal. Il y a des territoires qui n'ont pas encore autant de développement, donc il faut aussi voir de quoi on parle et où. Mais c'est un vrai sujet qui se pose et ça interroge aussi nos équipes dans leur manière de travailler et dans cette structuration où, encore une fois, je pense qu'on est plutôt au début et vraiment les défis sont devant nous, mais ça ouvre des champs de travail et de collaboration assez importants. La donnée, c'est une infra comme une autre, finalement. C'est une stratégie patrimoniale à mettre en œuvre. Oui, je voulais juste réagir d'abord. Je mettrai juste un petit bémol parce que je pense qu'il y a beaucoup de collectivités qui se saisissent du sujet, qui ont développé des choses. Et là, on a deux personnes convaincues et actives sur le sujet des mobilités. On voit aussi un défaut et de compétences et de capacités d'ingénierie de certaines collectivités territoriales. Et c'est pas un reproche que de le dire, hein, c'est une réalité. Et ce qui fait que ça peut être encore un frein, justement, et même la question de la donnée est encore un peu loin de ces collectivités-là, sans les nommer. Et je pense que c'est aussi, et là je vais juste prendre une posture un peu plus macro, je pense que c'est aussi dépendant d'une volonté de politique publique plus nationale de donner les moyens, notamment financiers, à des collectivités pour pouvoir développer des solutions de mobilité active, de mobilité durable, d'infrastructure et d'accompagnement des publics, comme on l'a dit. Et ça, pour le coup, je pense que c'est aussi un vrai enjeu. On a vu nombre de projets périclités par manque de moyens. La collectivité, vous venez de le dire, elle n'a pas que la mobilité. Il y a d'autres enjeux et qui sont aussi coûteux en termes de budget. Donc, comment faire l'arbitrage entre ce qui est finalement essentiel d'un côté, ce qui peut sembler pour certaines collectivités comme optionnel. Oui, voilà, c'est un plus que d'avoir une piste cyclable, que d'avoir... donc là, il y a vraiment aussi un enjeu de politique nationale, politique publique et une incitation à accompagner les collectivités sur les moyens et sur les budgets. Voilà, ça, c'était mon petit ajout par rapport à ça. Nous, WeMove, par exemple, sur le rural, on a développé des expérimentations dans 3 territoires ruraux, dans le Pas-de-Calais, autour de Hesdin-la-Forêt,
Perret, dans les 7 vallées, à Carré, en Bretagne, en Île-de-France aussi, parce que la ruralité, c'est aussi une réalité quand on va au fond de la Seine-et-Marne, etc., etc. Et le vrai enjeu, il était celui-là, c'est comment travailler d'une part, et vous l'avez dit, avec la collectivité territoriale en tant qu'acteur associatif, mais aussi avec les opérateurs. Parce que la logique d'opérateur de transport n'est pas la même, et ça s'entend, qu'une collectivité qui, a priori, agit plutôt pour le bien commun et le bien territorial, une association, de la même manière, agit pour l'intérêt général. Les enjeux d'opérateurs de transport sont tout autres. Et parfois, ce sont des petites choses. Partir des usages, une ligne de transport, une ligne de bus qui, effectivement, passe par les villages et fait que les élèves arrivent à 8h45 alors que l'entrée au collège est à 8h30, c'est un problème qui, finalement, par la donnée, peut se régler si on le regarde à la maille très fine territoriale. Et là, on est face à une difficulté, c'est qu'on a parfois des opérateurs qui ont un regard un peu trop macro, moins dans le maillage, et qui vont plutôt se dire bah, là, cette solution, elle n'est pas rentable, je vais la retirer, sauf que ce n'est pas la solution en tant que telle qui n'est pas la bonne, c'est juste qu'il faut l'adapter à l'usager qui est en face. Voilà. L'exemple que vous citiez a été mis en place à Rennes, justement, il y a de ça quelques années, effectivement. Ouais. Là, vous soulevez le problème de la détermination de l'intérêt général. Et ça, je crois que c'est vraiment le rôle des collectivités. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des services qui sont plus rentables que d'autres, mais il y en a qui sont plus utiles que d'autres. Et donc, voilà, quel investissement financier on est prêt à mettre pour que l'intérêt général prime. Dans le cadre du développement des mobilités douces, se pose la même question. Et je reviendrai donc sur la question financière et nationale, c'est l'abandon du plan vélo et marche. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce que les collectivités s'étaient mises en mouvement. Alors, bien sûr, avec chacun son contexte et sa motivation, mais il y avait un vrai mouvement national autour de la promotion et du développement des mobilités douces. La fin du plan national est un signe extrêmement péjoratif. Parce que pour certaines collectivités, c'est absolument indispensable. Et en particulier pour les plus petites intercommunalités qui ont moins de surface financière et qui ont absolument besoin de financement pluriannuel. Dans une grande métropole, je dirais que les financements sont indispensables, hein, je dis pas, mais la part que représentent les mobilités douces dans le budget général peut être moins importante. Dans une collectivité qui a pris la compétence mobilité au moment de la loi LOM, on leur a dit, ben voilà, c'est normal, il faut d'abord travailler sur un schéma de mobilité, sur un schéma cyclable. Et au moment où ils se lanceraient dans la réalisation du schéma, on dit, ben, il n'y a plus de financement. Et dans certaines collectivités, où il fallait déjà convaincre l'ensemble des délégués et des élus et de la population, bah, ça fait un vrai coup de frein. Et on voit bien que la courbe du développement du kilomètre d'équipement cyclable est en train de se stabiliser ou peut-être même de commencer à diminuer. Donc l'initiative et la promotion nationale sont absolument indispensables si on veut pouvoir développer de façon cohérente et dans la durée nos équipements. Ça, je tenais à le dire. On en revient à toutes les échelles, travailler à toutes les échelles du territoire. Merci à tous trois pour ces échanges très riches. Je pense qu'on a un petit peu de temps pour prendre des questions dans la salle, oui, s'il y en a. Oui, non? Ah, il y en a une.
Oui, on vous entendait, hein, vous avez la voix qui porte. C'est pas évident comme question. En fait, il y a déjà des choses qui ont été mises par la loi. On l'évoquait avec ce qui a été fait avec la loi L'Homme. Mais je suis pas sûr que tout le monde ait été bien préparé à ça. Parce qu'il y a ce que vous disiez à l'instant, c'est que tout le monde n'a pas la connaissance au sens du domaine, qui est un domaine qui est technique, technologique. Et c'est pas forcément l'élément naturel d'une collectivité territoriale, soyons très clairs. Donc il faut soit avoir la capacité à avoir des compétences en interne à recruter, à structurer, soit aller chercher des prestataires extérieurs, être accompagné par des AMO, etc. Donc, pour répondre à votre question, on est encore un peu au début de tout ça. C'est que je crois qu'il y a besoin aussi d'avoir une forme de montée en compétence sur ce sujet-là pour pouvoir analyser les choses. Donc poser des objectifs dans la loi, c'est bien, mais ça c'est un peu le mal français. C'est-à-dire qu'on dit toujours faut faire ça à telle date, puis après on se rend absolument pas compte si on a les compétences en interne pour le faire, si c'est atteignable, si l'objectif est réalisable, et à la fin on vous dit 2 ans après, ah ouais mais il y avait ça dans la loi mais personne l'a fait, puis de toute façon on s'en fout parce que personne n'a vérifié qu'on l'a fait. Et ça c'est pire que tout, parce qu'on met des choses dans la loi et puis après c'est comme s'il y avait rien. Donc moi je crois que au lieu de dire il faudrait en rajouter encore, il faut se donner les moyens quand on met des objectifs comme ça pour arriver à les atteindre. Et ça, on ne travaille jamais dans ce sens-là. On a la bonne conscience de dire on a fait ça, c'est super, parce qu'on a découvert qu'il y a un nouveau champ d'application, il y a un marché, il y a des techniques. Sauf que ça, c'est les spécialistes qui le connaissent, c'est les spécialistes qui le savent. Et si vous sortez de ce champ-là, derrière, il n'y a plus personne. Et une collectivité publique, elle ne peut pas naturellement être en pointe sur tous les sujets. Donc ça demande un petit peu de structuration. Donc oui, ce qui a été posé dans la LOM est intéressant. Je ne suis pas sûr qu'à ce stade, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce soit encore suffisamment bien appréhendé et développé partout. Donc s'il faut corriger ou s'il faut aller plus loin, il faudrait déjà évaluer ce qu'on a été capable de faire où et comment. C'est-à-dire que, bon, assez naturellement, on va penser aux grands territoires urbains. C'est le plus aisé, le plus spontané. Mais qu'est-ce que ça donne dans les territoires plus périurbains, plus ruraux? Vous en aviez parlé tout à l'heure. Et je pense qu'il y a besoin d'avoir peut-être une photographie préalable avant de se dire est-ce qu'il faudrait encore revenir sur le cadre réglementaire, sur le cadre législatif, ce qui est un vrai sujet. Je crois que par les temps qui courent, avant de dire il faut encore modifier le cadre, commençons par regarder comment ça fonctionne, si on y arrive, si on sait faire. Et puis ça, c'est un peu un mal français aussi, de surréglementer en permanence des choses qui peuvent parfois se régler autrement que par forcément un cadre normatif trop important. Mais voilà, encore une fois, je pense que tout le monde n'a pas la même capacité sur le sujet, tout le monde n'a pas la même connaissance, et que ça demande peut-être un travail d'acculturation et de montée en compétences préalables, et surtout de prendre en compte la diversité territoriale. Je ne sais pas si ça répond directement à votre question, mais en tout cas, c'est ce que ça m'en inspire pour essayer de vous répondre. Juste pour compléter, effectivement, on est très d'accord avec ça. La LOM, elle a quand même fixé un cap, un cadre. On passe d'une lotie sur le transport et l'infrastructure à les mobilités. Donc déjà, rien que philosophiquement, je veux dire que le cadre législatif fait évoluer notre manière d'envisager le sujet. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a un droit à la mobilité pour tout ce qui est inscrit. Et sur la compétence, moi, je vais juste prendre l'exemple de la compétence mobilité solidaire. Donc comment développer des politiques publiques locales via les AOM à destination des publics fragiles. Mobilité solidaire. Le cadre législatif, la loi, les AOM mettent en place des plans d'action mobilité solidaire visant à répondre aux besoins des populations du territoire. Aujourd'hui, ces fameux PAMS, on est 6 ans après, c'était début 2020, on est janvier 2026, il y a une région qui s'est saisie de ces PAMS, c'est les Hauts-de-France. Aucune autre AOM, quasiment, il y a à quelques échelles locales, certains s'en sont saisis, mais quand on regarde la photographie à l'échelle nationale, les plans d'action mobilité solidaire qui doivent réunir des acteurs, opérateurs, etc., ne sont pas mis en place. Donc je pense qu'il ne faut pas rajouter de la règle et de la loi. Alors, nous, on a certains axes qu'on aimerait aller creuser, et notamment, c'est plutôt la question des moyens qui sont dédiés maintenant. C'est pour nous le gros enjeu. Le cadre, il est là.
les moyens en face n'y sont pas. Il y a un plan vélo qui a été jeté à la poubelle. Il y avait des grosses promesses sur le train et l'infrastructure qui n'ont pas été tenues. On a un fonds vert dédié aux collectivités territoriales qui devrait être un levier de développement qui a été réduit de beaucoup. Donc pour nous, la question, elle est plutôt les moyens qui sont mis en face du cadre et de la loi plutôt que le cadre en tant que tel. Oui, madame. On est amené à produire pas mal de données. On a aussi pas mal d'opérateurs qui produisent eux-mêmes de la donnée avec la téléphonie. Et du coup, ça fait évoluer aussi la façon dont on peut exploiter les types de données. Enfin, vous l'avez dit, dans la façon de faire l'évaluation a priori des projets. Comment, dans vos territoires, vous avez un peu pu structurer, dans le cadre de vos observatoires des déplacements, des mobilités, et vos services qui pilotent la donnée, ces enjeux de souveraineté de la donnée? Parce que nous, des fois, c'est un frein, en fait, pour pouvoir travailler avec des acteurs privés sur le fait de ne plus nous piloter la donnée, ne plus forcément la maîtriser au sein de nos services de la donnée. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'enjeu de se structurer en interne et d'avoir les compétences, pas être dépendant d'autres. Parce que effectivement, pour répondre à votre question, si on fait rien et qu'on va chercher des prestataires externes, on maîtrise plus grand-chose, on paye cher souvent, et derrière, on est dépendant à la fois de l'outil technologique qu'on maîtrise pas du tout, de la capacité à accéder à l'information, etc. Donc, moi, je crois que tout cela plaide pour développer une compétence propre. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'appuie pas sur des supports techniques et travailler avec d'autres personnes, mais d'avoir quand même la maîtrise en principal de cette donnée dans la collectivité me semble être un atout. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait. Après, c'est une donnée qui est souvent ouverte, accessible en ligne, mais qui est bien pilotée à la base par le service compétent. Alors, ça demande des moyens humains, des moyens aussi techniques. Alors, c'est plus facile à grande échelle qu'à petite échelle, c'est une évidence, mais il me semble au moins que dans les grandes aires urbaines, dans les grandes AOM, et il n'y a pas que les régions, il y a aussi effectivement les intercommunalités, où on a intérêt à structurer ça. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on est plutôt au début du chemin, mais il va falloir que les uns et les autres comprennent qu'il va falloir se structurer, parce que sinon on n'arrivera pas, on sera dépendant d'autres, à la fois sur le plan technique, et puis comme vous dites, ça peut être aussi des enjeux de souveraineté, et ça peut partir aussi beaucoup plus loin que de seulement dans notre pays. Et je crois qu'on voit ce qui se passe en ce moment. On a un enjeu de souveraineté nationale, quels que soient les domaines. Et les sujets de données en font aussi l'illustration. Donc je partage votre remarque. Ça va demander encore de la structuration et des moyens. C'est un enjeu dans les DSP aussi. C'est un enjeu fort. Nous, on vient de renouveler notre DSP. On a pas mal travaillé sur cet aspect des choses, en se donnant les moyens à l'interne, parce qu'effectivement, on ne les avait pas. Et donc, il faut se donner des moyens à l'interne. Et c'est vrai que parfois, on préfère développer quelques lignes de bus ou de pistes cyclables que d'embaucher sur la donnée. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un élément extrêmement important si on veut garder notre souveraineté et notre capacité à piloter. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Allez-y, madame. Ça fonctionne toujours pas. Si, peut-être mieux. Comme vous disiez aussi tout à l'heure sur le conseil en mobilité, le besoin de passer à l'échelle, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut aider à aller vers ça, vers une forme de coach mobilité individualisé? Et du coup, ça fait un peu le lien avec ce que je viens de dire tout à l'heure sur la souveraineté des données, parce qu'il y a des données qu'un territoire peut mettre à disposition sur la façon dont, sur les offres de mobilité qui existent, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que ça puisse être accessible aussi à des opérateurs ou en tout cas à des outils potentiellement extérieurs à ceux qui seraient développés par la collectivité, parce que quand la collectivité a sa propre appli sur la façon de se déplacer, c'est peut-être pas celle que le conducteur va utiliser, parce qu'il se dit c'est réservé à ceux qui ont un abonnement au transport, par exemple.
Donc comment vous voyez les choses par rapport à ce développement-là? Alors, sans hiérarchiser, il y a bien sûr l'accompagnement humain. Ça, c'est pour les publics les plus en difficulté. On pense que c'est nécessaire de continuer à le développer et sur les territoires, croiser les enjeux publics et territoriaux. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Et on plaide aussi pour avoir les moyens pour pouvoir le développer. Ensuite, un deuxième axe, c'est aussi la formation des professionnels ou des professionnels de collectivités sur ce conseil en mobilité. Il y a de plus en plus de collectivités qui intègrent et internalisent le conseil en mobilité et cette compétence-là pour pouvoir répondre aux besoins des habitants de leur territoire. Et effectivement, la troisième étape, c'est pour nous pouvoir numériser cette compétence-là, cette expertise-là. Et l'intelligence artificielle fait partie des leviers pour pouvoir le faire. Alors moi, je ne suis pas un technicien de la donnée et je ne pourrais pas rentrer dans un niveau de détail, mais en l'occurrence, le projet là, que l'on développe, que l'on va développer avec Orange Business, va intégrer l'intelligence artificielle. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de collectivités, et un exemple à côté de moi, qui développent leurs propres outils. L'objectif, ce n'est pas de se substituer, l'objectif, c'est d'être complémentaire et de simplifier et de faciliter l'usage pour l'usager. Nous, on voit en Ile-de-France, on peut se connecter à Ile-de-France Mobilité, RATP, Citymapper, etc. etc. Donc chacun va faire le choix de son application, mais il y a une multiplicité de l'information. Donc on est plutôt dans une posture de vouloir simplifier pour l'usager selon son besoin, et de fait, l'IA viendra faciliter les parcours usagers des utilisateurs. Donc ce sera intégré. Après, l'idée étant aussi de pouvoir le faire à bonne dose, parce qu'on sait aussi tous les enjeux qui sont liés à l'intelligence artificielle et l'impact écologique que ça peut avoir. Donc sans parler d'IA 100% durable, parce que bon, ça c'est un autre sujet et un autre débat, mais en tout cas d'aller vers une intelligence artificielle qui soit utilisée à bon escient, au bon endroit et avec un impact écologique moindre. Merci. Merci à tous, merci à toutes et tous. Merci pour ces grands moments de partage. Voilà, j'entends aussi que le prochain chantier, c'est la maîtrise de l'infrastructure, la pérennisation d'une infrastructure dans un contexte quand même de plus en plus propice à se poser ces questions de souveraineté. Merci beaucoup et très bon appétit à toutes et à tous.